Bonjour à toutes et à tous. On est en permanence entouré par des forces. On s'en rend pas toujours compte. Ah oui, c'est vrai. Soulever un sac de course, freiner en vélo, ou même juste rester assis sur sa chaise. Tout ça, ce sont des forces en action. Exactement. Et aujourd'hui, on va explorer justement ça, les forces et l'équilibre. On s'appuie pour ça sur un document de mécanique assez bien fait. Oui, un document qui essaye de clarifier ce qui met les choses en mouvement ou, au contraire, ce qui les maintient immobiles. Voilà. Alors, commençons par le début peut-être. Qu'est-ce qu'une force au juste? Mais le document l'a défini comme une cause capable de soit mettre en mouvement un objet, soit de modifier sa trajectoire ou même de le déformer. Déformé. Ah oui, l'exemple du karatéka qui casse une brique. Ça, c'est une déformation assez spectaculaire. Tout à fait. Ou, de manière moins brutale, le bodybuilder qui soulève ses haltères. Il y a mise en mouvement, bien sûr, mais la barre elle-même, elle se déforme un peu sous le poids. Oui, on l'imagine. Et le gant du joueur de baseball qui arrête la balle. Ça, c'est une modification de mouvement. C'est ça. Ou le club de golf qui frappe la balle pour la mettre en mouvement. Ce qui est important, c'est que la force se voit par ses effets. D'accord. Le document fait aussi une distinction importante entre les forces de contact et les actions à distance. Oui, c'est une distinction clé. Contact direct ou pas de contact du tout. Pour le contact, on a des exemples comme un ressort qu'on tire. C'est très localisé. Oui. Ou la poussée d'Archimède sur un bateau. Là, c'est aussi du contact, mais c'est réparti sur toute la surface immergée. C'est pas juste un point. D'accord, je vois la nuance. Et à distance alors, on a quoi? Les aimants. Les aimants, oui, c'est le classique. L'attraction ou la répulsion sans toucher. Et puis bien sûr la force de gravité, Le poids. ce qui nous maintient au sol. C'est une force à distance répartie sur tout notre corps. Exactement. Et pour décrire une force, savoir si elle pousse ou tire, ça suffit pas. L'analogie avec la pétanque dans le document est assez parlante, je trouve. Ah oui, elle m'a marqué aussi. Pour bien jouer, il faut pas juste lancer la boule n'importe comment. Non, il faut contrôler la direction, le sens vers le cochenet par l'inverse, et puis la force, la puissance du lancer. La valeur de la force donc. Direction, sens, valeur. C'est ça qui définit une force. Précisément. C'est pour ça qu'on la représente par un vecteur, une flèche. La droite qui porte la flèche, c'est la direction. La pointe indique le sens. Et la longueur de la flèche, Représente la valeur, l'intensité. Et cette valeur, elle se mesure en quoi? en newton. Symbole N, en hommage à Isaac Newton, bien sûr. Logique. Et pour mesurer ça, concrètement, On utilise un dynamomètre. C'est un appareil, souvent avec un ressort, qui mesure directement la force en newton. d'accord, les ordres de grandeur donnés sont assez fous d'ailleurs. Appuyer sur un stylo, c'est à peine un newton. Oui, alors que le pied sur une pédale de vélo, c'est déjà 10 newtons. Et après, ça explose. Un réacteur d'avion, c'est 100 000 newtons. Et une fusée, des millions. Mais l'échelle est immense. Vraiment immense. Ça montre à quel point les forces peuvent varier. Autre point crucial abordé, c'est la différence entre masse et poids. Ah, le fameux piège Hergé. On confond souvent les deux. Oui, alors la masse, c'est la quantité de matière, Ah. en kilogrammes. On la mesure avec une balance, et ça ne change pas qu'on soit sur Terre ou sur la Lune. C'est la même quantité de moi partout, quoi. C'est ça. Alors que le poids, attention, c'est une force. C'est la force de gravité que la Terre ou la Lune ou n'importe quel astre exerce sur cette masse. Donc le poids, c'est en newtons, et on le mesure avec un dynamomètre, justement. Exactement. Et comme c'est une force liée à la gravité, le poids change si on change d'endroit. Sur la Lune, on pèse moins. La formule, c'est P égale M fois G. Poids égale masse fois g. Et g, c'est l'accélération de la pesanteur qui dépend de l'endroit. C'est environ 9,81 newtons-kg sur Terre. C'est ça. C'est une distinction vraiment fondamentale en physique. D'accord. Bon, maintenant qu'on sait ce qu'est une force et comment la décrire, comment ça se passe quand plusieurs forces agissent sur un objet, surtout pour qu'il reste immobile? L'équilibre. Oui, l'équilibre. Le principe de base, c'est que les forces doivent se compenser mutuellement. Si elles s'annulent, l'objet reste en équilibre. D'accord. Le cas le plus simple, c'est avec deux forces, comme l'exemple du trombone tiré des deux côtés. Voilà. Pour qu'il reste immobile, il faut trois conditions très strictes. Les deux forces doivent être sur la même ligne, la même droite d'action, Elles doivent tirer dans des sens opposés. et elles doivent avoir exactement la même valeur,
la même intensité en newton. Si une seule de ces conditions n'est pas remplie, hop, le trombone bouge. Logique. Mais dès qu'on a plus de deux forces, ça devient moins intuitif. L'exemple des fourchettes en équilibre sur une aiguille. Peut-être plus l'aiguille, et ça tient sur un tout petit point d'appui. Ça tient parce que même si ça semble incroyable, l'ensemble des forces, les poids des fourchettes qui tirent vers le bas et la réaction du support au point de contact qui pousse vers le haut s'équilibrent parfaitement. Et comment on explique ça plus formellement? C'est là qu'intervient le principe fondamental de la statique. Il dit qu'un objet est en équilibre si la somme vectorielle de toutes les forces qui s'exercent sur lui est nulle. Sigma F égale 0. La somme des vecteurs force égale 0. Ça veut dire que si on mettait les flèches, les vecteurs, bout à bout, Elle formerait une boucle fermée. Le point d'arrivée serait le point de départ. Visuellement, ça signifie que tout se compense. Pour les fourchettes, le centre de gravité de l'ensemble se trouve juste en dessous du point d'appui, ce qui rend l'équilibre stable. d'accord, c'est fascinant. Donc, si on récapitule rapidement, les forces, c'est ce qui cause ou modifie le mouvement ou déforme les objets. Elles ont une direction, un sens, une valeur. Et elle se mesure en newtons. Il faut bien distinguer masse en kilogrammes et poids en N. Et l'équilibre, l'immobilité, c'est le résultat d'une compensation parfaite de toutes ces forces, la somme vectorielle nulle. C'est une bonne synthèse, oui. Alors, ça m'amène à une dernière question, une réflexion. Si cet équilibre statique parfait demande une somme des forces exactement nulle, comment font les structures immenses, genre les ponts suspendus, les gratte-ciel? Bonne question. Ils subissent le vent, le trafic, des petites vibrations. Les forces ne sont jamais parfaitement équilibrées à chaque instant, si? Comment tiennent-ils debout? C'est une excellente remarque. Ça nous montre les limites de la statique simple qu'on a vue. En réalité, ces structures ne sont pas dans un équilibre statique, parfait et figé. Ah bon? Non, elles sont conçues pour une stabilité dynamique. Elles ont une certaine flexibilité calculée, elles peuvent bouger légèrement pour absorber ces forces changeantes. Les ingénieurs calculent d'énormes marges de sécurité. Donc ce n'est pas juste sigma F égale 0 à chaque instant? Disons que c'est l'objectif moyen, mais la structure est conçue pour résister aux variations autour de cet équilibre pour revenir à une position stable. C'est tout le génie de l'ingénierie des structures. Ça prend en compte les matériaux, la fatigue, les oscillations. C'est un domaine bien plus complexe, mais qui repose sur ses bases de force et d'équilibre. Fascinant. Ça ouvre effectivement la porte à d'autres explorations. Merci beaucoup pour cet éclairage. Avec plaisir.